Bonjour, alors j'ai fait récemment une vidéo concernant une corrélation entre le théorème d'interpolation de Lagrange sur les polynômes, donc un monde polynomial, et le lemme chinois qu'on connaît plutôt sur Z. Et là, ça a ouvert ça a ouvert des voies pour certaines personnes qui n'avaient pas vu ce genre de corrélation, et en particulier Titouan qui m'a poser la question, est-ce qu'il y a d'autres corrélations comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres analogies? Et donc, évidemment, c'est énorme, les analogies, et je vais en parler. Je vais parler de l'analogie Cayley plus Hamilton égale Lagrange. Voilà, ça paraît une phrase un peu choc, une phrase peut-être un petit peu exagérée dans l'égalité formelle, mais ça donne une idée de ce que représente l'analogie entre le monde des groupes abéliens finis et le monde des espaces vectoriels, E, deux dimensions finies, munis d'un endomorphisme U. Effectivement, le premier, c'est un groupe additif, ici, A+, muni d'une multiplication externe, en quelque sorte, par Z. Donc ici, vous multipliez, vous avez M.A, ce serait juste MA, c'est-à-dire si M est positif, c'est A ajouté M fois, et si M est négatif, c'est A retranché moins M fois. Et ici, où on a finalement une structure de groupe additif E+, donc c'est l'espace vectoriel muni de son addition, et une multiplication externe par un polynôme, P de K de X, P.x égale, ici, c'est P de U, donc le polynôme de l'endomorphisme U, appliqué à X, puisque P de U, c'est un endomorphisme, on peut l'appliquer à X, et ça va aller dans E. Voilà. Et la corrélation vient du fait que Z et K de X, donc ces intervenants externes, en quelque sorte, sur les objets A et E, eh bien, Z et K de X sont tous deux des anneaux principaux. Avec, ce qui ne gâche rien, le fait que ce sont des anneaux principaux munis d'algorithmes d'Euclide, c'est-à-dire munis d'une division euclidienne. Ce sont des anneaux euclidiens, ce qui permet de calculer les objets qui vont intervenir dans la suite. Voilà, je vais commencer tout de suite le tableau, allons-y. Alors, pour commencer, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont naturelles dans ce monde-là, c'est-à-dire naturelles dans le sens, attention, notre intuition naturelle des choses dépend de comment on les a apprises. Donc, dans l'enseignement, dans la pédagogie des maths, dans comment vous avez appris ces choses-là, c'est arrivé dans un certain ordre. Mais dans le monde de la réduction, les choses sont arrivées souvent dans un autre ordre. Et ça aussi, c'est intéressant. Ce qui peut paraître naturel d'un côté, alors qu'il est complètement analogue de l'autre côté, peut être naturel dans un sens et non naturel dans l'autre. Et c'est ce qui rend intéressant, d'ailleurs, d'autant plus intéressant, les analogies entre les deux. Donc, la première chose qu'on comprend, c'est qu'il y a un ordre à chaque élément. C'est-à-dire, comme on est dans un groupe fini, on va avoir forcément un élément minimal M non nul qui va annuler un élément A. On part d'un élément petit a de grand A et on a un élément M non nul qui l'annule. Voilà. C'est l'ordre d'un élément et il va diviser, par principalité justement de Z, il va diviser tous les autres annulateurs de A. Pareil, ici on va avoir un polynôme minimal local, ce qui paraît curieux, parce que ça c'était complètement naturel, et ça l'est moins dans la théorie. On ne démarre pas avec le polynôme minimal local. Bon, il faudrait, mais bon. Ok. C'est qu'on a un P qui va annuler forcément X. Il y en a au moins un non nul, pour des raisons de dimension, parce que K de X est de dimension infinie, mais ici, on va avoir un P minimal pour la divisibilité, et ici, bon, M, on le prend en positif, là, on va le prendre unitaire, et P, ici, qui va vérifier P de U de X égale 0, et qui est minimal pour la divisibilité. Il va diviser tous les autres polynômes, tels que P de U de X égale 0. C'est pareil que ça, et on l'appelle le polynôme minimal évidemment,
pour U en X. Et on le note mu UX. Et voilà déjà une corrélation. Alors maintenant, dès qu'on voit qu'on a l'ordre d'un élément, on a un morphisme qui va de Z ici dans A, qui a K associe K bar associe KA, et modulo N, l'ordre, et donc qui est bien défini, et qui va définir un isomorphisme. Bien, c'est ce qu'on appelle la notion de groupe cyclique. C'est un groupe engendré par un élément monogène dans un monde fini. Eh bien, exactement de la même manière, on va avoir, ici c'était le plus petit sous-groupe qui contient A, plus petit sous-groupe de grand A qui contient petit a, eh bien ici, sous-groupe, ça va correspondre à quoi ici? C'est sous-espace, mais attention, U stable. Donc on veut un sous-espace U stable, et on veut le plus petit sous-espace U stable qui contienne l'élément X. Eh bien, on va avoir un morphisme qui a P associe, morphisme d'espace pour l'instant, qui a P associe P de U de X, comme on a défini ici. Voilà, c'est exactement l'analogue de ça, et qui va définir un isomorphisme, donc qui va être forcément surjectif, et qui va définir un isomorphisme quand on passe au quotient par le polynôme minimal local. Voilà. Donc, vous voyez que ici, on a la notion de groupe cyclique, et ici, on a la notion de sous-espace cyclique. Donc, vous voyez qu'ici, on a la notion de groupe cyclique, et ici, la notion d'espace cyclique, c'est-à-dire d'espace engendré par un seul élément. Vous prenez, il existe ici un élément qui va engendrer, en tant qu'espace U stable, tout. Voilà. Théorème de structure. Maintenant, j'attaque très haut pour qu'ensuite les choses soient que du plaisir. Le théorème sommet, finalement, de la théorie des groupes abéliens finis, c'est le théorème de structure, c'est-à-dire que, donc, en général, A n'est pas cyclique, on peut imaginer Z sur 2Z croix Z sur 2Z, mais en tout cas, on va pouvoir trouver plusieurs générateurs avec des ordres particuliers et qui vont faire que A va être isomorphe au produit de groupes cycliques avec les NI ici qui se divisent. Les NI sont alors appelés facteurs invariants à cause de l'unicité de ces facteurs lorsqu'on impose qu'ils se divisent entre eux. Voilà. Par exemple, Z sur 4Z croix Z sur 2Z, ça se divise. Donc les facteurs invariants, c'est 4 et 2. Si on prend Z sur 2Z croix Z sur 3Z, 2 et 3 ne sont pas les facteurs invariants, parce que Z sur 2Z par le lemme chinois, croix Z sur 3Z, ça fait Z sur 6Z, et le facteur invariant, c'est 6. Voilà. Alors maintenant, l'analogue du théorème de structure, c'est ce qu'on appelle le théorème de Frobenius, le fait que E est isomorphe, pareil, à un produit de quotient par des pays qui se divisent mutuellement. Donc quand je dis isomorphe, ici c'est en tant que groupe, et ici c'est en tant que espace vectoriel, mais qui en plus doit commuter avec l'action de k de x ici et par multiplication ici. Voilà. Les pays sont appelés invariants, les polynômes invariants de similitude. En gros, ça veut dire que U va avoir pour matrice une matrice diagonale par bloc, compagnon, et c'est alors on va savoir ce que c'est, et les blocs compagnons, ils sont intéressants parce que ils dépendent, donc c'est des blocs qui dépendent de chaque polynôme, et le bloc compagnon P a pour polynôme caractéristique P, et pour polynôme minimal aussi P. D'ailleurs, c'est le cas des éléments cycliques ici. Si on regarde U, l'induit de U sur cet espace-là, il va avoir pour polynôme minimal forcément mu ux, et pour polynôme caractéristique, pour des raisons de dimension, mu ux aussi, pour des raisons de dimension, puisque la dimension de cet espace, c'est exactement le degré de mu ux. Voilà, une fois qu'on a passé ce sommet, on va pouvoir s'amuser. Let's have fun.
Alors d'abord, regardez, le cardinal de z sur nz, c'est n. Donc quand on va multiplier tous les ni, on va avoir le cardinal de a. Ok, c'est ce qu'on appelle l'ordre du groupe. Donc l'ordre du groupe, c'est le cardinal de a. Maintenant, on va faire pareil avec les facteurs invariants, on va faire pareil avec les polynômes invariants de similitude. On les multiplie entre eux, ça va nous donner un polynôme. Eh bien oui, c'est le polynôme caractéristique. Parce que ce que je vous ai dit, c'est qu'on avait des matrices blocs dont le polynôme caractéristique, c'était les PI. Quand on veut faire le polynôme caractéristique de la matrice globale, c'est le produit des polynômes caractéristiques locaux. Donc ici, c'est le produit des PI, et donc c'est QU, c'est ce produit-là. Donc vous voyez que l'ordre du groupe correspond au polynôme caractéristique. Ça, c'est génial. Si au lieu de prendre le produit, on prend le PPCM. Là, ici, c'est plus naturel. C'est pour ça que je vais commencer par ça. Le PPCM des polynômes minimaux de blocs matriciels, eh bien, vous avez une matrice, diagonale par bloc, vous regardez chaque polynôme minimal ici, de chaque bloc, le PPCM de tous ces polynômes minimaux, c'est le polynôme minimal global de votre matrice. Donc le PPCM des PI, c'est le polynôme minimal. Vous voyez que le polynôme minimal arrive assez tard ici, alors que si je prends le PPCM des NI, eh bien, ça va être quoi? Finalement, ça va être N1, puisqu'ils se divisent tous. Et là, c'est P1, évidemment, puisqu'ils se divisent tous. Eh bien, ici, ça va être ce qu'on appelle l'exposant du groupe. C'est-à-dire, lui, N1, le premier qui arrive, c'est le plus petit annulateur, non nul, évidemment, global de A. Donc, on est passé du local, l'ordre d'un élément, au global, l'ordre, finalement, global du groupe. Mais ce n'est pas l'ordre du groupe dans le sens, ici, du produit, l'ordre dans le sens, le cardinal, mais c'est le PPCM de tous les ordres de tous les éléments, si vous voulez. Vous pouvez le vérifier. Et c'est ce qu'on appelle l'exposant du groupe. Lui, il arrive, vous voyez, assez tard dans la théorie. Je pense que ici, c'est en master qu'on apprend la notion d'exposant. C'est pas que c'est plus difficile, c'est qu'on en a besoin à un certain moment, un peu plus tard. Alors qu'ici, le polynôme minimal, on le raconte assez rapidement. Donc vous voyez que ici, vous avez N1 qui divise A, donc le PPCM, tous les éléments, l'ordre d'un élément divise l'ordre du groupe, devient l'ordre, le PPCM de l'ordre des éléments, divise l'ordre du groupe. Mais oui, ça c'est Lagrange. Donc X de A divise l'ordre du groupe, le cardinal de A. Eh bien, ça va correspondre à quoi? Ici c'est le polynôme minimal, ici c'est le polynôme caractéristique, donc c'est mu divise qui? Oui, c'est quel est Hamilton? Quel est Hamilton, quoi? Puisque quel est Hamilton, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que QU de U égale 0, égale l'endomorphisme nul. Donc, comme c'est l'endomorphisme nul, ça veut dire que mu U divise, puisqu'il divise tous les polynômes annulateurs, il divise QU. Très bien. Magnifique. Voilà. On va continuer. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que le lemme de Cauchy, qui arrive assez tard dans la théorie, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si je prends un nombre premier qui divise l'ordre du groupe, alors il existe A tel que O de A égale P. Tel que l'ordre de A égale P. Je peux trouver un élément d'ordre P. Quel serait le correspondant? Le correspondant, là, il est complètement évident. Regardez. En tout cas, c'est un correspondant, on va dire. Je vais prendre QU, qui est le correspondant de lui, l'analogue de lui. Je vais prendre ici X moins lambda. Donc là, c'est un irréductible, évidemment, puisqu'il est de degré 1. C'est un polynôme de degré 1. Donc, j'ai un X, ici, dans E, tel que son polynôme minimal local, c'est X moins lambda. Donc, X est non nul, sinon son polynôme minimal local, ce serait 1, le polynôme 1. Oui, mais mu UX, si c'est égal à X moins lambda, ça veut dire qu'il est non nul et qu'il est annulé par X moins lambda. Mais annulé par X moins lambda, ça veut dire que U de X est égal à lambda X. Donc, comme il est non nul et que U de X est égal à lambda X, c'est l'existence d'un vecteur propre. Donc, finalement, l'analogue du lemme de Cauchy, c'est que si lambda annule qui de U, c'est-à-dire si on a cette divisibilité, alors il existe un vecteur propre pour la valeur propre
lambda. Voilà, c'est pas encore fini. Maintenant, on va passer à la dualité. Alors, quelques petites définitions. Ici, on a le dual E étoile, qui est assez naturel. C'est l'espace des formes linéaires de E dans K. L'équivalent, ça va être les caractères. Donc ici, en tant qu'ensemble, c'est les morphismes de A dans C étoile, le groupe multiplicatif C étoile, c'est-à-dire qui de A plus B égale à qui de A fois qui de B. Bon, comme c'est fini, ça va entraîner directement que qui de moins A, c'est qui de A puissance moins 1. Et ça, c'est un groupe pour la multiplication des fonctions, hein, puisqu'on récupère une multiplication des fonctions ici. Bien. Et donc, il y a une analogie entre les deux. Là, on arrive à démontrer, par exemple avec le théorème de structure, ou pas, que A chapeau est isomorphe à A. Mais c'est non canonique. De la même manière qu'on peut montrer que E étoile est isomorphe à E, vous le savez, puisqu'on a une base duale, donc finalement la dimension de E étoile est égale à la dimension de E, et donc on a un isomorphisme d'espace vectoriel. Je ne vais pas me poser de question si ça commute avec U ou quoi. Bon. Mais en tout cas, on sait que cette bijection dépend de la base, hein, donc c'est non canonique. Hein. On peut en créer, mais ça va dépendre de la base donnée. Mais si on regarde l'application de E dans son bidual qui a X associe à la forme linéaire sur le dual qui a phi dans le dual associe X de phi est égal à phi de X finalement, alors on obtient un isomorphisme, et de la même manière, on a que A est isomorphe au groupe des caractères sur les caractères. Alors, c'est pas tout à fait fini, on va encore parler de la réciproque de Lagrange dans le cas cyclique, qui est quelque chose qui me plaît bien, et quel est son correspondant, ici, son analogue, du côté de la réduction. Alors on finit vite fait avec la réciproque de Lagrange dans le cas cyclique. Regardez, je vais appeler, là cette fois-ci, A est cyclique, il est engendré par un seul élément, donc il est isomorphe à Z sur NZ, où N, c'est l'ordre de A. E est cyclique, c'est-à-dire qu'il est engendré en tant qu'espace stable par un seul élément, X, ici, et donc il est isomorphe à K de X sur un certain polynôme, c'est forcément l'ordre de X finalement, donc le polynôme minimal local de X en E. Bien, alors, d'abord, si je prends un élément quelconque de A que j'appelle B, B ça va s'écrire KA, d'accord? Et l'ordre de B, on sait que c'est le quotient de N par le PGCD de N et K. Voilà. Et bien, de la même manière, si je prends Y dans E, ici, je vais forcément avoir Y qui est de la forme P de U de X, et bien le polynôme minimal de Y de U en Y, local, hein, eh bien ce sera pareil, le PGCD de mu UX, quotienté par mu UX, PGCD avec P. Et là, voici la réciproque de Lagrange avec unicité. Pour tout diviseur, donc on sait que tout sous-groupe hein, d'un groupe fini a pour ordre un diviseur de ce groupe, là on a la réciproque. Si réciproquement je prends un diviseur de n, de l'ordre du groupe, eh bien il existe un unique sous-groupe de A d'ordre D. Quel est cet unique sous-groupe? Eh bien c'est M fois A, où M, c'est justement n sur D. Bien. Eh bien, c'est pareil, on va prendre dans un sous-espace cyclique, quel que soit un diviseur, on va prendre un unitaire, hein, évidemment là on prend positif ici, quel que soit un diviseur unitaire de mu x, il va exister un unique sous-espace stable f, mu uf, tel que le le sous-espace stable, forcément, il va avoir un induit de U dessus, qu'on appelle U indice F, voilà, l'induit, et le polynôme minimal de U indice F, ce sera D. Voilà. Il est donc de la forme K de U appliqué en Y, de la même manière qu'on a ça, où Y, il s'écrit Q de U de X, avec Q, puisqu'on a un diviseur, c'est le quotient de mu x par d. Voilà, c'est exactement pareil.
vous avez donc en fait, dans le cas cyclique, hein, une bijection, ici, entre les diviseurs positifs de n et les sous-groupes, hein, et ici, entre les diviseurs unitaires de mu ux et les sous-espaces U stable. Voilà. C'est terminé.